Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le maire LR de Meaux, ancien ministre et désormais dans l'équipe de Bruno Retailleau en charge avec d'autres de la préparation du projet, du programme. On va parler d'une bombe énergétique ce matin, Jean-François Copé, qui est en train de dynamiter le gouvernement et le socle commun, à savoir les éoliennes, les énergies renouvelables. Mais d'abord, avant que je vous pose des questions dans ce domaine, il faut clarifier les choses. Est-ce que vous avez un potentiel conflit d'intérêts, oui ou non, dans ce domaine? Est-ce qu'en tant qu'avocat, vous êtes le défenseur des intérêts d'un géant allemand face à un village qui résiste aux éoliennes? Écoutez, d'abord, c'est un magnifique exemple d'instrumentalisation comme seule la fachosphère et la gauchosphère sait faire. C'est-à-dire, en gros, on utilise un cas d'usage qui n'a rien à voir. En fait, c'est très simple. En tant qu'avocat, j'ai été appelé pour intervenir, alors pas du tout sur la partie contentieuse, mais en médiation. Je fais de la médiation à propos d'une histoire d'une entreprise qui avait recueilli l'accord de l'État depuis de nombreuses années et de 3 communes pour faire un projet photovoltaïque. Au dernier moment, l'une des communes a changé d'avis. L'entreprise avait entre-temps engagé beaucoup de frais et donc j'ai été appelé pour négocier ce qu'on fait avec mes confrères avocats. Voilà, je n'en dis pas plus, on est d'ailleurs dans le secret professionnel, c'est en cours et on verra bien ce qu'il en sera pour une solution amiable. Mais vous êtes l'avocat de ce géant. Mais ce n'est pas un géant, c'est une entreprise. Une entreprise allemande. Vous voyez comment... face à une commune, nous sommes d'accord, qui résiste à l'installation des éoliennes. Écoutez, encore une fois, c'est un dossier avec le secret professionnel qui va bien. Il y a eu un changement de position, donc on trouve une solution comme ça se fait. C'est le rôle de l'avocat auprès de ses clients. J'aurais pu le faire sur d'autres sujets d'infrastructure, de toute autre nature. Moi, c'est le rôle du journaliste de vous demander si, pour les prochaines questions, votre réponse sera je vais continuer de vous répondre tributaire de ce rôle. Justement, donc ça, c'est un sujet d'avocat. Et donc, en droit français, on ne met pas en cause l'avocat, excusez-moi, par rapport à des dossiers qui peuvent être amenés à défendre dans d'autres domaines. Ça aurait pu être d'autres infrastructures, de l'hydraulique, des routes, etc. Bon. Le vrai sujet, c'est que ça n'engage en rien ma position personnelle sur la question des énergies renouvelables. Et de ce point de vue, Sonia Mabrouk, que les choses soient très claires, ma position globale, c'est celle de ma famille politique depuis toujours. On va en parler, mais attendez, donc les choses sont claires. L'avocat qui défend donc cette entreprise qui met en place du photovoltaïque et des éoliennes, il y a une muraille des Chines avec l'homme politique qui va me dire dans quelques instants qu'il est pour le mix énergétique et les éoliennes. Mais je suis ni pour ni contre, on va y venir, mais c'est un sujet spécifique qui n'a aucune raison d'être instrumentalisé. Et quand elle l'est, c'est par des extrémistes comme d'habitude. Moi je trouve que la question est légitime ce matin. La question elle est récupérée, c'est pas la même chose. Non, elle est récupérée. Ma position... Pas du tout, oui. Bien sûr que c'est récupéré. Quand vous voyez que c'est envoyé par Twitter dans tous les sens et que vous avez... C'est la réalité, c'est pas inventé. Bon, je ne dis pas que c'est inventé. Je dis qu'on instrumentalise un cas d'usage qui n'a rien à voir avec une position qui peut être celle plus globale sur la mienne, sur la politique énergétique. Voilà. Bon, donc c'est tout. Parce qu'il y a la votre politique énergétique, ma position, elle a toujours été la même et c'est celle de ma famille politique. J'ai toujours été... Oui, allez-y. Arrêtez de dire ça. Je termine ma phrase. Ma position a toujours été la même. Point numéro 1, j'ai toujours été un grand avocat, c'est le cas de le dire, de la filière nucléaire. Comme tout le monde, j'ai été désespéré, je me souviens d'en avoir débattu avec Hollande à l'époque, de la décision de Hollande puis de Macron de démanteler une partie de cette filière. Pendant 15 ans, sur le nucléaire, nous sommes d'accord. Pendant 15 ans... Vous êtes le parti héritier quand même du gaullisme, heureusement que vous défendez le nucléaire. Pendant 15 ans a été développée une filière du renouvelable avec solaire, photovoltaïque, hydraulique, géothermique. Je vois bien la plaidoirie de l'avocat, mais permettez une question s'il vous plaît, parce que très honnêtement, moi, on ne comprend plus rien à la position de votre famille politique. Est-ce que je peux résumer en 1 minute ce qui s'est passé ces derniers jours? La Commission des affaires économiques du Sénat a donc rejeté, M. Copé, le moratoire qui visait à suspendre toute nouvelle installation éolienne et photovoltaïque. À l'Assemblée, un amendement avait été déposé par le groupe Les Républicains imposant ce moratoire. Donc au Sénat, les LR ne sont pas sur la même ligne que les LR à l'Assemblée. Pour l'instant, j'ai tout bon. Hier, il y a une tribune de M. Retailleau, de M. Bellamy, de M. Aubert pour dénoncer l'impact de l'éolien. Ce qui a provoqué, entre autres, on en parlera, les foudres de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, du ministre Marc Ferracci. Franchement, quelle est la ligne? Quelle est la doctrine des LR? D'accord, donc ça c'est autre chose. On est bien d'accord, maintenant on va rentrer sur le fond. Voilà, donc vous mettez de côté ce qu'on a évoqué tout à l'heure et on va sur le fond. Sur le fond, le sujet, il est extraordinairement complexe et il est normal qu'il y ait un débat. Quelle est la position que je crois utile de défendre et qui est très proche de celle de Bruno Retailleau? Elle est de dire, après 15 années de développement du renouvelable, il n'est pas absurde de faire une évaluation de ce que ça coûte
de ce que ça rapporte, en ayant en tête qu'il faut redémarrer la filière nucléaire, qu'un mix énergétique aujourd'hui existe, qui a près de 30 000 emplois sur la filière quand même. Vous reprenez les arguments du ministre Marc Ferracci. Ce n'est pas une attaque, M. Copé, c'est un constat. Oui, mais c'est un fait. Je vous dis, vous reprenez les arguments de l'exécutif. Mais c'est un fait, c'est l'exécutif ou pas. Des arguments qui sont contestés par votre famille politique. Non. Mais vous n'auriez pas... Écoutez, pardonnez-moi, est-ce que vous n'auriez pas voté le moratoire sur les énergies renouvelables ? Mais je n'en sais rien. Ce que je sais... Vous l'auriez voté ou pas ? Mais je ne sais pas, je n'étais pas dans le débat. Vous avez dit il y a quelques jours que vous n'auriez pas voté le moratoire sur une autre antenne. Sonia Mabrouk, je vous dis juste que sur ce point précis... Moi, personnellement, ma position, elle a toujours été d'être pragmatique. On a d'un côté une filière nucléaire qu'il faut développer et protéger, de l'autre un mix énergétique qui existe, dont il faut évaluer s'il coûte plus qu'il rapporte. Point barre. Est-ce que vous pouvez répondre juste à la question ? Est-ce que vous auriez voté ou pas le moratoire sur les énergies renouvelables ? Je ne sais pas. Parce écoutez, pas dedans... Bon, alors on va jusqu'au bout. Vous auriez voté ou pas ? Mais non, mais dedans, vous avez la réouverture de Fessenheim. C'est absurde. Pourquoi voulez-vous que je vote un truc qui est absurde, qui a été demandé par le Rassemblement national ? C'est absurde. Moi, écoutez, je vous dis, je pense qu'il faut être très ferme sur l'évaluation de ce que ça coûte par rapport à ce que ça rapporte. Voilà, le photovoltaïque, le solaire existe. On ne va pas démanteler ce qui existe. Maintenant, mettre sur pause en regardant ce qu'il en est. C'est plus qu'une pause. Votre famille dit l'arrêt des subventions à l'éolien et aux renouvelables. Arrêtez de justement favoriser l'éolien, le solaire, qui permettrait donc de se concentrer sur le nucléaire. Là, c'est plus qu'une pause. C'est un coup d'arrêt. En tout cas, moi, mon point, c'est que évaluer ce que ça coûte par rapport à ce que ça rapporte, ça ne me paraît pas absurde. Voilà. C'est pas ce qui est dit. C'est du pragmatisme. C'est pas ce qui est dit. Vous avez des nuances. Mais en même temps, cette nuance-là n'empêche en rien le fait de dire qu'il faut faire une pause pour regarder ce qu'il en est. Enfin, moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que les partis de gouvernement, c'est quand même très différent des partis extrémistes. Un parti de gouvernement, ça considère que des problèmes sont complexes et que ces problèmes complexes apportent des réponses un peu plus sophistiquées que simplement... Les éoliennes, c'est à cause du RN aussi ? Non, écoutez, ok. Là, vous êtes excessif. Pas du tout, c'est pas le sujet. Mais vous m'avez compris. Moi, je suis... Pas vraiment, je vous avoue. Bon, alors je vais recommencer. Je suis dans l'équilibre. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une priorité sur le nucléaire et que, deuxièmement, en ce qui concerne le renouvelable, il y a des installations qui existent. Il faut regarder ce qu'elles coûtent à l'État, ce qu'elles rapportent à l'État, parce qu'il y a aussi des redevances. Et sur cette base, prendre des positions qui préservent l'avenir. D'accord, donc pas d'arrêt pour M. Copé, pas d'arrêt des subventions à l'éolien et au renouvelable. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit qu'il fallait l'évaluer aujourd'hui, voir ce que ça coûtait par rapport à ce que ça rapportait, avant ensuite de voir si on arrête ou si on continue. Vous n'avez pas dit cela, c'est ce que dit la tribune de votre famille politique. Bon, écoutez, voilà, j'espère avoir été clair. Je suis sans doute mal réveillée, j'ai essayé de comprendre. Non, mais bon, écoutez. Honnêtement. Non, vous avez très bien, passons plus de temps dessus, si vous le souhaitez. C'est important, c'est les factures des Français. Mais c'est les factures des Français, mais regardez ce que cela rapporte aussi. Voilà, c'est tout ce que je dis. Qu'est-ce que ça rapporte ? Nous avons besoin, mais lorsque le prix de l'énergie est plus cher que le marché, à ce moment-là, les entreprises remboursent à l'État une partie de ces subventions. Bon, donc il faut l'évaluer. Par exemple, dans les 2 dernières années, ça a rapporté plus à l'État que ça n'a coûté. Si ça coûte plus dans les prochaines années, c'est ça que nous devons évaluer. D'accord, j'entends. Voilà, c'est un sujet. Ce que je veux juste vous dire... Et l'argument de dire que les éoliennes sont fabriquées pour la plupart en Chine, que les sociétés d'exploitation appartiennent à des fonds de pension américains, c'est une réalité mais sauf que ce que vous devez mettre en parallèle à tout cela, c'est que nos centrales énergétiques nucléaires, elles ont besoin d'être développées, elles ne le sont pas complètement. Si on a des pannes, il faut bien le compenser. Que ce que nous payons aujourd'hui de plus cher, c'est le gaz russe. Donc, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est surtout de regarder comment un mix énergétique peut être conçu de manière pragmatique. Voilà. Donc, de ce point de vue, dire on suspend, on évalue et on regarde, ça me paraît du bon sens. Voilà. Si à chaque fois que je vous parle de cette nuance, vous me dites que vous y comprenez rien, on ne sera pas d'accord et je le regrette. Le plus important, c'est que les Français le comprennent, Monsieur Copé. Oui, mais encore une fois, les Français, ils sont comme tout le monde, un peu partagés par rapport à ces sujets. Lorsque brutalement, pas le peuple de droite, dans les sondages sur les éoliennes, c'est assez clair. Il y a 15 ans, on a arrêté... Dans les sondages sur les éoliennes, c'est assez clair. Oui et non, parce qu'en réalité, les sondages montrent aussi qu'il y a un attachement aux énergies propres et que dans ces énergies propres, il y a des régions dans lesquelles il y a trop d'éoliennes,
trop de solaire, d'autres dans lesquelles on se dit ça coûte quand même moins cher et ça doit coûter moins cher et c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que ça peut être un motif de rupture? Donc Gabriel Attal parle d'un non-sens historique, le ministre Marc Ferracci, je vous ai dit ce qu'il a dit de cette tribune. Est-ce que ça peut être un motif de rupture dans le socle commun et avec les LR? En tout cas, c'est un point de désaccord que nous avons avec effectivement les macronistes qui sont excessifs parce que tenus par les Verts. Voilà. Moi, encore une fois, je pense que la position est la nôtre, qui est celle d'une évaluation. Chacun est tenu par quelqu'un. Je suis tenu par personne. Je viens de vous dire, mais vous ne voulez pas l'entendre. Donc pas du tout. Je ne vais pas y passer toute l'émission, mais je vous ai dit depuis tout à l'heure que j'étais tout à fait dans la ligne de ce qui a été évoqué par Bruno Retailleau, dans l'idée d'évaluer les choses. C'est pas ce qu'il dit, monsieur Copé. Bon, écoutez, très bien. Pardonnez-moi, ou alors c'est important comme sujet. Est-ce que vous êtes d'accord que ça pourrait contribuer malheureusement à faire exploser la facture des Français d'électricité? C'est tout l'intérêt d'évaluer objectivement les choses. Si c'est le cas, il faut l'arrêter. Bien. Oui, voilà. Mais je veux simplement que ceci soit posé. Voilà. Et c'est très exactement les enjeux d'un dossier complexe sur lesquels le Rassemblement national ou les Verts et l'extrême gauche sont excessifs. Voilà. Donc je pense qu'il faut être le Rassemblement nuancé. national, il était pour le moratoire. Il est pour la réouverture de Fessenheim. Ce sont des milliards d'euros qui n'ont aucun sens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il aurait fallu qu'il y ait plus d'opposition à la fermeture de Fessenheim à ce moment-là. Oui, sauf qu'à l'époque, le président de la République, Hollande, avait la majorité absolue et que tout ce petit monde, contre notre avis, a démantelé la filière. Avec qui appuie sur le bouton? Et donc mon point, il est de dire avant de démanteler... Qui est dans le socle commun avec lequel vous travaillez. Oui, mais en même temps, heureusement que nous travaillons dans ce gouvernement et que d'ailleurs, regardez, les meilleurs ministres, c'est les ministres de droite. Regardez Bruno Retailleau, regardez Philippe Tabarot au transport, qui tient bon face aux contrôleurs du ciel, qui font des grèves absolument scandaleuses. Voilà, c'est heureusement qu'on y est. Jusqu'à quand allez-vous tenir, par exemple, est-ce que l'augmentation des impôts potentielle, éventuelle, est une ligne rouge? Je rappelle que ce qu'a dit Yael Braun-Pivet a été démenti hier, en tous les cas dénoncé par la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, qui a dit pas question d'augmenter les impôts dans le prochain budget. J'espère bien que le gouvernement tiendra là-dessus, mais en réalité tout le monde se ment, parce que ce budget est infaisable et que ça risque d'être un élément de rupture absolument majeur. Et c'est ce qui nous inquiète tous, parce que c'est un théâtre d'ombre, en fait, où chacun défend des positions qui sont... position intenable. Donc pour la droite, pas d'augmentation des impôts? Non seulement pas d'augmentation d'impôts, mais des vraies baisses de dépenses qu'il faut assumer courageusement. Et c'est toute la difficulté de ce que nous sommes en train de faire en ce moment. L'aspect budgétaire, l'aspect énergétique, on en a parlé, il y a l'aspect sécuritaire. Et là, il faut bien reconnaître que vous marquez des points localement, puisque votre ville de Meaux, on va voir le sondage, le baromètre de valeurs actuelles, la place en ville la plus sûre, l'une des plus sûres en tous les cas de France. Qu'on voit localement, en tous les cas, c'est important pour les maires qui nous regardent, quel que soit leur parti et leur conviction politique, ça marche. Écoutez, moi je suis très heureux qu'effectivement, Valeurs Actuelles nous ait classé la ville de Meaux comme première ville la plus sécurisée pour les villes de plus de 50 000 habitants. C'est le résultat d'un énorme travail que nous faisons depuis des années, avec une police municipale armée très nombreuse, avec des caméras de vidéosurveillance, avec un continuum de sécurité, police nationale, parquet, qui a permis d'avoir des résultats importants. Tout n'est pas réglé, mais au moins, ce travail-là, moi je rêve qu'on puisse le faire pour toute la France. Et c'est vrai que le Beauvau des polices municipales... Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui empêche Bruno Retailleau de le faire pour toute la France? Il est très critiqué par le Rassemblement national qui parle de fiction et d'action. Oui, mais c'est parce que vous le voyez bien, le Rassemblement national est en grande difficulté. C'est pour ça qu'ils m'ont d'ailleurs... On ne voit pas dans les sondages. Écoutez, super, tout va très bien. Moi, j'observe quoi? Que le Rassemblement national, ils ont envoyé un député hier expliquer que j'étais un islamo-droitiste. Il faut quand même se lever le matin pour expliquer ça, toujours sur ces histoires d'éoliennes. J'étais un islamiste, il faut quand même le faire. C'est moi qui ai fait la loi d'interdiction de la burqa. Ça en dit long sur quand même l'état d'énervement. La tribune de Madame Le Pen... Je parle pas il n'y a jamais eu d'incointance entre la droite et... Parce qu'on parle d'islamo-gauchisme, il n'y a pas d'islamo-droitisme de la part de certains maires, certains élus? Écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, me taxer moi d'islamo-droitiste, c'est quand même. Je sais bien que la bêtise humaine peut parfois être infinie chez les extrêmes, mais là, on a atteint un niveau de l'espace assez élevé quand même. Mais la seule chose que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que la tribune de Madame Le Pen hier, dans le Figaro, contre la politique d'immigration de Bruno Retailleau, est totalement lunaire par son agressivité, que de la même manière, on voit bien derrière tout ça que la remontée des Républicains depuis la mise en place de cette nouvelle équipe, visiblement a l'air d'inquiéter un peu du côté de nos adversaires ou concurrents. Monsieur Copé, remontez jusqu'où? Il y a un rendez-vous qui a beaucoup fait parler entre l'ancien président Nicolas Sarkozy et le président du Rassemblement national, comme quoi vous ne parlez pas de la même manière comme vous les qualifiez aux extrêmes, puisque l'ancien président leur parle et a même qualifié le rendez-vous de chaleureux et courtois. Je suppose qu'il y a une signification politique à un tel rendez-vous. Écoutez, j'en sais rien.
Moi, personnellement, j'aurais avoir une petite idée. Non, mais enfin, moi, je ne vais pas faire l'exégèse de tout ça. Moi, Porte personnellement, à l'Alliance des droites. Écoutez, moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Après, voilà, j'ai compris que ce n'était pas un rendez-vous politique. Voilà, c'est ce qui a été dit. Entre un ancien président et un président de la formation politique, la première dans l'opposition, c'est quoi? Vous lui demanderez. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que nous avançons dans notre couloir, qui est un couloir de parti de gouvernement. Pourtant, 74% des Français de droite sont pour l'Alliance des droites. C'est exact. Et vous en trouverez toujours qui le diront. Mais je ne sais pas s'ils ont tort. Je dis qu'il y a un moment où chacun doit faire selon ses convictions. Moi, j'ai une idée que je défends chez vous comme ailleurs, c'est qu'un parti de gouvernement, ce n'est pas un parti démagogique. Voilà. La démagogie, par rapport à un parti de gouvernement, c'est de faire croire aux gens que les choses, on peut répondre facilement à des problèmes complexes. Ce n'est pas vrai. Et ça, c'est un métier. Alors, quand je vous dis ça, vous allez me dire, ah ben voilà, les élites, etc. Non, je dis simplement que c'est la différence entre le médecin et le charlatan. Voilà. Quand on a une maladie, eh ben, on va voir un professionnel. Alors, bien sûr que les professionnels ne règlent pas tous les problèmes, qu'on n'est pas des magiciens, mais on fait le maximum et on essaie de le faire avec pragmatisme. Contre l'idéologie, c'est vrai sur le renouvelable, c'est vrai sur les finances publiques, où on ne raconte pas n'importe quoi, où on ne fait pas croire qu'en mettant la retraite à 62 ans, on va régler le problème des retraites. Voilà, on essaie de faire les choses de manière pragmatique. C'est la droite des professionnels. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent mais regardez, Monsieur Copé, Monsieur Barnier et d'autres, c'est pas vraiment la droite de rupture autour de Monsieur Retailleau? Enfin, je ne sais pas ce que vous appelez la droite de rupture. Moi, j'ai inventé un concept qui s'appelle la droite décomplexée. Vous vous en souvenez peut-être, qui consiste à dire qu'on va assumer d'être de droite, qu'on va arrêter de s'excuser et qu'on va assumer l'ordre à l'école, dans la rue, dans les comptes publics. Et c'est exactement ce qu'on a vocation à faire ensemble. Ce ne sera pas la droite molle. Écoutez, il n'y en a pas question. D'ailleurs, c'est ce sur quoi on va travailler avec François-Xavier Bellamy, avec Philippe Juvin, c'est vraiment d'essayer de proposer un programme qui soit un programme, je ne sais pas si c'est de rupture, mais en tout cas de remettre l'église au milieu du village. Voilà, c'est de faire en sorte qu'on rétablisse l'ordre, mais qu'en même temps, on rétablisse la liberté économique, qu'on gère mieux les comptes publics. Ok, c'est pas du rêve, mais c'est pas du mensonge non plus. C'est du courage politique. C'est beaucoup plus facile quand vous êtes au RN ou à LFI de raconter des tas de trucs un peu violents dont on sait pertinemment qu'ils n'ont pas de réalité concrète. Parce que le monde est complexe. Et que face à un monde complexe, on est obligé d'apporter un certain nombre de solutions, d'y passer du temps et d'aller vite dans la mise en œuvre, d'où l'intérêt de gouverner par ordonnance. Je voudrais conclure par ça. Vous avez parlé de courage, d'un monde complexe. Nous y sommes avec des Français détenus dans les geôles algériennes et iraniennes. Il y a Boualem Sansal, bien sûr. Il y a Cécile Kohler, Jacques Paris, dont on a appris hier pour ces deux personnes, l'inculpation pour espionnage en Iran. Vous faites confiance à l'action de la France, du gouvernement, pour les libérer, tous? Oui. Fermeté de l'action de la France? Écoutez, en tout cas, on n'a pas d'autre choix que d'essayer de faire ce travail. Et c'est vraiment aux autorités gouvernementales de le faire. Moi, en d'autres temps, j'ai été en responsabilité gouvernementale. Je sais que sur ces sujets, cela nécessite beaucoup de discrétion, de doigté, parce que la priorité, c'est de préserver la vie et la liberté de nos compatriotes. Ce qui n'empêche pas la fermeté aussi par rapport à des puissances. Vous avez tout à fait raison. Ce qui n'empêche pas la fermeté, qui surtout interdit l'ambiguïté. Voilà. Et les discours diplomatiques sur ce sujet comme sur d'autres me paraissent beaucoup trop ambigus, manquant de clarté et oubliant où sont nos alliés et où sont surtout les intérêts supérieurs de la France et de l'Europe. J'espère que ça aura été un entretien de clarté. Merci Jean-François Copé. C'était votre J'espère, parce que à chaque fois que vous me disiez que vous ne compreniez pas, j'étais ravi de pouvoir recommencer une nouvelle fois. C'était l'objectif. J'espère qu'à la fin, ça vous a permis de comprendre. N'est-ce pas? Merci beaucoup. En tout cas, je fais du mieux que je peux. Bonne journée. Moi de même.